Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Recherche et Solidarité. On va attendre encore une petite minute que l'ensemble des participants se connectent. Les gens arrivent au fur et à mesure. Cécile, en attendant, est-ce que c'est possible pour toi de partager ton écran pour qu'on ait une slide d'accueil pour les participants qui arrivent petit à petit? Tout à fait. Bon, on a un petit peu plus de 100 personnes qui nous ont déjà rejoints. Donc, je vous propose de commencer par poser quelques petites règles pour ce webinaire. Déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Claire Dubien et je vais assurer la modération. Donc, si jamais vous avez des difficultés avec le son, l'image ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Quelques règles, puisqu'on attend plus de 350 participants qui sont inscrits. Donc, on va essayer d'être un petit peu organisé, notamment sur la gestion des questions, pour que je puisse remonter vos questions à l'ensemble des participants. Il y a 2 modules sur un webinaire. Il y a, si vous regardez bien, un bouton qui s'appelle Discussion, où vous pouvez vous dire bonjour les uns aux autres et à l'ensemble des participants. Et également un module qui s'appelle Q et R. Je vous propose de prendre le module discussion pour dire bonjour, réagir, discuter entre vous, et conserver le module Q et R pour poser toutes vos questions. Ça me permettra, moi, de faire le tri et de pouvoir les regrouper et de les adresser aux bonnes personnes pendant le temps de questions et réponses. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pendant le webinaire, n'hésitez pas à mettre un petit mot, j'interviendrai pour pouvoir demander une précision à l'intervenant. Et ça va être le moment de vous présenter l'ensemble des intervenants. Donc, nous avons parmi nous aujourd'hui Isabelle, qui est déléguée générale de Tous Bénévoles. Bonjour Isabelle. Bonjour à Claire et bonjour à toutes et tous. Nous avons également parmi nous Pascal, qui est auteur de Être bénévole aujourd'hui parmi plein d'autres casquettes. Bonjour Pascal. Bonjour Claire, bonjour à tous et tous également. Nous avons également Roger, qui est sociologue et professeur des universités, entre autres casquettes. Bonjour Roger. Bonjour les amis, bonjour. Et nos hôtes du jour, Jacques Mallet et Cécile Bazin, de Recherche et Solidarité. Bonjour. Bonjour. Et donc, je vais laisser la parole à Jacques et Cécile pour vous présenter Recherche et Solidarité, le site, et vous en dire un petit peu plus sur l'association. Eh bien, rebonjour à tous. Ce que Claire n'a pas dit, c'est qu'elle est également vice-présidente de Recherche et Solidarité. Et pour présenter l'association, la meilleure des façons nous semble être d'aller faire une petite visite de notre site que Cécile va nous ouvrir. C'est un site organisé et maintenu par Marie Duros, responsable de la communication. Le site va s'ouvrir rapidement. Ah, vous ne le voyez pas peut-être? Ou Non, pas. on est toujours sur ton PowerPoint. Ah, alors je suis désolée, mais C'est du direct. j'étais dessus. Petite intermède. Est-ce que là, Voilà. vous voyez? Oui, Voilà. Désolée, excusez-moi. pas de souci. Si tu me le mets en plein écran, voilà. Donc le site, nous allons balayer le site de haut en bas, l'accueil. Si l'on descend, on voit les publications qui sont à la une, qui s'alignent là. Si on descend encore un petit peu, nos coopérations, et on descend encore un peu, l'association a 15 années d'expérience, la chance de disposer d'une quarantaine d'experts, donc 3 de nos amis sont là. Plus de 150 publications par an, dont des publications en région et en département, on va y revenir, et plus de 4000 abonnés à la newsletter. Si nous remontons, on va faire un petit crochet pour vous donner l'idée par la revue de presse de 2022 qui est présentée par Marie Duros, qui nous fait un petit sourire au passage avec la photo qui est en bas. Voilà. Et nous revenons au menu. Alors, dans le menu, d'une manière classique, sur la fenêtre qu'on ne va pas ouvrir, nous connaître, on peut voir le projet associatif, qui est l'évidence, l'équipe et les ressources, le conseil d'administration, la liste complète du comité d'experts. Si nous allons vers les thématiques, le bénévolat, avec
aussi le télébénévolat qui se développe de plus en plus, la vie associative, le secteur sanitaire et social non lucratif, le numérique, très important dans les associations, le don d'argent et la générosité des Français, le mécénat, les entreprises, puis les bénévoles à l'heure du vaccin, du Covid, et les associations face au Covid. On revient sur bénévolat, que nous allons ouvrir puisque c'est le sujet du jour. Là, vous retrouverez l'étude complète que nous allons présenter en synthèse aujourd'hui concernant l'enquête IFOP, et en dessous, la série des France bénévoles 2022, 2020, etc. Vous pourrez vous référer aux travaux qui ont été accomplis. En revenant vers le menu, nous allons nous balader un petit peu, peut-être d'abord dans les régions, si tu veux bien, Cécile. Voilà, et avec deux approches complémentaires. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a d'une part un panorama avec les chiffres clés, et d'autre part, le bilan de l'emploi dans le secteur sanitaire et social non lucratif que nous suivons avec l'UNIOPS. Si nous allons maintenant en département, chaque année, nous publions un 4 pages, et là, vous avez la carte de France complète qui vous permet d'aller voir le dernier 4 pages qui a été publié au mois de décembre 2022. Si on revient sur le menu, on trouve d'une manière classique la presse, les coups de cœur, intéressant d'aller visiter un petit peu nos coups de cœur, et bien sûr, les archives. Voilà pour cette rapide visite qui vous donnera, nous l'espérons, envie d'aller voir un petit peu notre site et surtout suivre régulièrement les actualités. Nous allons passer maintenant à la diapositive qui présente le sommaire de cette présentation. Donc, en introduction, l'origine du baromètre qui permet de suivre les Français et le bénévolat, quelques précisions de lecture, et puis les différents chapitres. D'abord, un rapide rappel de la période Covid, la situation en 2023, avec l'enquête qui a été menée en janvier dernier, les évolutions depuis 2010, un focus sur les bénévoles engagés chaque semaine et qui, vous le savez, constituent la colonne vertébrale des associations, une recomposition du groupe des bénévoles que nous observons et qui préoccupe, et notamment avec quelques enseignements que nous essaierons de tirer, et, si vous le permettez, 2 pistes à explorer et qui vous seront proposées. Voilà, je propose maintenant à Cécile, directrice fondatrice de Recherche et Solidarité, de présenter les principaux résultats de ce baromètre. Merci Jacques. Effectivement, il nous semble important de revenir sur l'origine de ce baromètre. C'est une enquête que nous réalisons tous les 3 ans auprès des Français, et c'est l'IFOP en fait qui réalise cette enquête pour le compte de France Bénévolat et de Recherche et Solidarité. La première enquête a eu lieu en 2010 et donc avec ce rythme triennal, l'avant-dernière enquête a eu lieu en 2022, en janvier 2022, et donc 3155 personnes ont été interrogées. Et tous les 3 ans, cette enquête permet de voir quelle est la proportion de bénévoles dans la population, quels sont leurs profils, les modes d'engagement, les freins et les leviers. Donc, c'est vrai, c'est un véritable baromètre qui s'est mis en place au fil du temps pour suivre les évolutions des formes d'engagement et tout particulièrement du bénévolat dans les associations. Donc, en janvier 2022, l'enquête a été réalisée comme les précédentes et nous avons pu constater que les résultats étaient encore marqués par ces 2 années de crise sanitaire. Et au moment où nous communiquions et nous travaillions sur les résultats, on voyait en février-mars 2022 que les choses évoluaient et que bon nombre de bénévoles retrouvaient le chemin des associations. Donc, on a voulu vérifier le caractère conjoncturel de ces résultats de janvier 2022 et réinterroger en janvier 2023 donc le même échantillon, le même nombre de Français, 3155 exactement, avec quelques questions que nous avons demandé à l'IFOP de poser.
Et c'est donc les résultats de cette enquête que nous allons vous présenter, avec quelques petites précisions au préalable, pour vous dire que nous vous réunissons sur un temps assez limité, et donc nous concentrons cette présentation sur le bénévolat en association. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans la publication, Jacques l'a pointé lors de la visite du site, vous trouverez les résultats plus complets avec les repères sur les autres formes d'engagement. Une autre précision concerne le biais que nous écartons dès la première enquête de l'IFOP, dès 2010. Nous avons bien veillé à éviter d'utiliser le mot bénévole, car nous avions déjà observé dans des précédentes enquêtes que 15% des intéressés, en fait, ne se considéraient pas bénévoles, même s'ils donnaient du temps, mais ils ne se considéraient pas bénévoles. Donc, la question posée par l'IFOP, c'est: vous arrive-t-il de donner du temps gratuitement pour les autres ou pour contribuer à une cause? Vous verrez au fil de cette présentation que nous présentons les résultats toujours par rapport à l'ensemble des Français. Il y a une exception, et je tirerai votre attention là-dessus pour une bonne compréhension, c'est lorsqu'on parle de la composition du groupe des bénévoles, où là, on exprime ces résultats sur le 100% de bénévoles. Comme vous le voyez, on parle beaucoup de pourcentage, mais on ne donne pas de nombre de bénévoles. Et ça, c'est vraiment volontaire de notre part, parce qu'on voit circuler un nombre de bénévoles parfois très différents, de 10 millions à 20 millions, donc on passe parfois du simple au double. Ces chiffres ne sont pas forcément faux, simplement ils ne sont pas précisés. Et on peut parler de 12 millions de bénévoles en association, mais on peut aussi parler de 20 millions de bénévoles dès lors qu'on parle de l'ensemble des formes d'engagement. Donc, pour éviter de troubler encore plus les lecteurs, nous parlerons uniquement en pourcentage. Un petit retour sur la situation du Covid. Là, on n'est pas sur l'enquête IFOP, on est sur les enquêtes que Recherche et Solidarité, le mouvement associatif, le RNMA, le ministère, enfin voilà, au moment de la crise sanitaire, on s'est tous réunis pour donner la parole aux responsables d'associations et aux bénévoles, pour leur permettre de s'exprimer face à cette situation, et puis aussi pour voir comment les accompagner du mieux possible dans cette période de crise. Et donc, en avril 2021, une enquête a été menée auprès de 9 458 responsables associatifs et on leur posait la question, donc, quelles sont les difficultés liées à la crise qui ont le plus fortement touché le bénévolat? Et donc, 64% des associations, en fait, sont confrontées à l'impossibilité pour des bénévoles de mener leurs actions. 61% ont perdu le contact avec certains bénévoles. 43%. Juste de t'interrompre. Oui. Tu l'as bien précisé au début, mais est-ce que tu peux le repréciser? Est-ce que ces pourcentages sont par rapport à l'ensemble de la population française ou uniquement les Français de plus de 15 ans? Ah, alors, c'est une bonne question, même si ce pourcentage ne concerne pas les résultats de cette question, puisque là, on est sur les responsables d'associations. Donc, c'est sur 100 responsables d'associations, là, 64% pointent l'impossibilité pour les bénévoles de mener leurs actions. Pour ce qui est de l'enquête IFOP, sur laquelle on va revenir juste après, là, on parle bien des Français de plus de 15 ans. Effectivement, l'IFOP interroge les Français de plus de 15 ans. Alors, on revient là sur les difficultés liées au bénévolat en avril 2021, on voit donc que ces difficultés sont nombreuses, difficultés pour certains bénévoles d'utiliser les outils numériques qui étaient particulièrement importants et utiles à ce moment-là, le respect du couvre-feu, la nécessité d'adapter et de redéfinir des missions, les difficultés à gérer l'arrivée de nouveaux bénévoles qui touchent 15% en moyenne des associations, mais qui touchent bien plus d'associations qui agissent dans le domaine caritatif et sanitaire et social, qui étaient vraiment mobilisées à cette période-là, le respect des règles barrières pour les bénévoles. Donc, on voit la diversité des difficultés et on voit aussi la proportion d'associations affectées. Nous n'avons donc pas été surpris à la lecture des résultats de l'enquête IFOP de 2022,
qui nous indiquait que 27% des bénévoles ont cessé leur engagement pendant la crise. Et d'un autre côté, 9% des Français qui ont décidé de donner du temps du fait de la crise. Donc, ils sont 3 fois plus nombreux à avoir cessé leur engagement. Et au bilan, eh bien, la proportion de Français bénévoles dans les associations est passée de 24% en 2019 à 20% en 2022. Et c'est ce résultat donc, qui nous a bien surpris, qu'on a aussi pu interpréter en lien avec la crise sanitaire et qui a justifié aussi que nous ayons souhaité réinterroger les Français en janvier 2023. Et voilà les résultats d'ensemble. Eh bien, en moyenne, en janvier 2023, 23% des Français sont bénévoles dans une association, une ou plusieurs d'ailleurs. Donc ça, c'est le repère. On voit donc qu'on se rapproche de la proportion de 2019. Et on voit également que l'on a une stricte parité. On a parmi les hommes, 23% sont bénévoles dans une association. Parmi les femmes, 23% également. Ça n'a pas toujours été le cas et en 2022, les femmes ont été beaucoup plus affectées, beaucoup plus nombreuses à avoir cessé leur engagement. Donc là, on retrouve cette parité. S'agissant de l'âge, pour les 15-34 ans, eh bien 25% sont bénévoles dans une association. Les 35-49 ans, 22%. Les 50-64 ans, 19%. Et là, on met un point de vigilance, on est en dessous de la barre des 20%. Et la proportion augmente de nouveau à partir de 65 ans. Et on constate là qu'on a la même proportion aux deux extrémités. Donc, proportion maintenant équivalente pour les plus jeunes. Si on regarde maintenant cette proportion de bénévoles selon le niveau de diplôme, on est ici, on voit clairement cette fracture associative sur laquelle on reviendra, et notamment avec les propos de l'analyse de Roger. Mais en ce qui concerne les chiffres, on voit bien 29% des diplômés Bac plus 3 et plus, bénévoles dans les associations. Pour les Bac plus 2, c'est 24%. Le niveau Bac, 22%. Et là, on tombe à 18% pour les diplômés CAP et BEP et pour les moins diplômés, 16%. Si on regarde les choses de manière un peu plus fine concernant l'âge, on avait tout à l'heure 4 tranches d'âge, et bien là, on les découpe pour voir un peu comment s'engagent en fait les bénévoles en fonction donc de tranches d'âge plus fines. Elles sont au nombre de 8 ici. On a les 15-24 ans, donc les plus jeunes, qui sont 23%. Les 25-34 ans, 27%. Et si vous vous souvenez, ça fait une moyenne de 25% pour les moins de 35 ans. Entre 35 et 64 ans, on est aux alentours de 20%. Et c'est dans ces tranches d'âge-là qu'on on a une proportion la plus faible. Et il faut attendre en fait 65 ans et plus pour retrouver 25% de bénévoles sans changement, 65, 69 ans et 70 ans et plus. En termes d'évolution, c'est tout à fait intéressant. On revient sur les 4 tranches d'âge là, et on voit grâce justement à cette enquête qui a vu le jour en 2010, on a donc là une période de 13 années avec toujours les mêmes questions qui ont été posées, avec un panel, un échantillon de Français de plus de 15 ans qui est très large, comme vous l'avez vu. Et donc, en prenant ces 4 courbes, une par une, on voit pour les 15-34 ans qu'ils étaient 16% en 2010. On voit là l'évolution au fil du temps, on voit qu'ils ont été un peu moins nombreux en 2022 et on voit surtout qu'ils sont 25% en 2023, donc bien plus nombreux qu'en 2010, une forte progression. Et ils étaient 22% déjà en 2019. Pour les 35-49 ans, on part
17% en 2010. On voit là ici l'évolution, une très forte baisse en 2022 et 22% en 2023. Donc, il se rapproche vraiment de la proportion observée en 2019. Pour les 50-64 ans qui partaient plus haut, plus de 25% en 2010, là, une diminution presque continue et pour arriver à 19% en 2023, ce qui est là aussi assez proche de la proportion de 2019. Si l'on regarde maintenant les 65 ans et plus, qui partaient de très haut, 38% en 2010, eh bien, eux, leur proportion n'a fait que diminuer, y compris en 2022, et y compris surtout en 2023. Là, c'était quand même la surprise, puisque c'est la seule tranche d'âge qui connaît une diminution et qui fait qu'on se retrouve en 2023 avec 25% de bénévoles en association parmi les plus âgés, 65 ans et plus, la même proportion parmi les plus jeunes. Et justement, Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous dire comment tu interprètes cette diminution régulière de la proportion de bénévoles parmi les 65 ans et plus? Oui, Cécile, c'est assez frappant parce qu'on a souvent une image du monde associatif qui est évidemment, c'est une image globale, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des milieux où il y a des gens évidemment beaucoup plus jeunes, notamment dans le milieu sportif. Mais globalement, dans le milieu social, caritatif, on avait l'habitude de voir beaucoup de cheveux blancs parmi les bénévoles et un engagement assez fort après le moment du passage à la retraite. Alors, je pense qu'il y a un premier facteur qui explique ce contexte de baisse continue, c'est que nous sommes dans une société dite de la longévité, dans laquelle les gens vont vieillir de plus en plus longtemps, et ces bénévoles entre 55 et 65 ans sont dans une situation assez particulière qu'on a coutume d'appeler la génération pivot, c'est-à-dire qu'ils s'occupent à la fois de leurs ascendants, de leurs parents, voire de leurs grands-parents très âgés, puisqu'on a aujourd'hui dans notre environnement des familles à 3 ou 4 générations, et puis de l'autre côté, évidemment, de leurs descendants, enfants et petits-enfants qui traversent des crises et qui ont besoin d'une aide importante. Et donc, ça veut dire qu'ils mobilisent dans ces tranches d'âge-là des ressources à la fois de temps, de disponibilité et d'argent pour leurs proches. Le second, à mon avis, tient au fait que on a dit beaucoup que le passage du travail à la retraite se passait dans de meilleures conditions que pour les générations précédentes. En fait, quitter le monde du travail est difficile pour un grand nombre de personnes, notamment parce que les modes de socialité changent du tout au tout. Beaucoup d'hommes, notamment, perdent une partie de leur réseau social. Et donc, ces retraités, on a pu l'observer dans d'autres études, notamment centrées sur la question de l'habitat, ces retraités opèrent comme les adolescents, comme l'avait montré Catherine Dolto-Tolic avec le complexe du homard. Ces jeunes retraités font une mue, ils n'ont plus de carapace, ils n'ont plus leur carapace habituelle, ils ont un corps tout mou et ils sont obligés de faire une mue qui est à la fois une mue personnelle et une mue sociale. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est pas pour rien qu'on observe un grand pic de divorce, en tout cas un pic significatif, pardon, de divorce autour de 65 ans, parce que les gens se redécouvrent dans leur couple, dans leur famille, ont de nouveaux projets et sont donc très préoccupés par peut-être d'autres choses que la vie associative, et donc ont envie aussi de vivre différemment. Et puis, un troisième facteur dont il faudra peut-être qu'on discute tous ensemble, c'est que les grandes générations de retraités qui avaient acquis une notion de l'engagement centrée sur de très très fortes valeurs sont en train de disparaître. Et puis se substituent à cela les baby-boomers, qui sont aussi des gens qui ont des valeurs et des engagements, mais qui sont aussi des hédonistes, c'est-à-dire des gens qui ont envie de pouvoir profiter de leur retraite. On l'a vu dans le mouvement des retraites, il y a un certain nombre d'arguments qui se disaient à bas bruit sur le fait qu'après le travail, les gens avaient envie de pouvoir se réaliser, de pouvoir construire des projets, de pouvoir vivre leur vie. Et donc, leurs conceptions du monde sont en train de se transformer.
Et peut-être qu'ils ont envie de s'engager, mais que les structures associatives ne leur offrent pas tout à fait le cadre dans lequel elles pourraient réaliser, ces personnes, leur engagement associatif. C'est-à-dire que l'engagement à temps plein, l'engagement total est sûrement quelque chose qui devient beaucoup plus compliqué, un engagement certainement plus fragmenté et un engagement certainement centré aussi sur la réalisation de soi, peut-être tout autant que le fait d'accomplir ou d'accomplir des gestes pour une cause. Bon, c'est un complexe de choses, hein. Je pense qu'on ne peut pas dire de manière définitive quelle est la chose. Et puis, dernière chose, nous sommes dans une société dite de marché, et dans cette société de marché, les retraités représentent un énorme potentiel pour notamment des structures de loisirs, et donc les retraités sont aussi sous les feux roulants de l'attention, des loisirs, des vacances, des croisières, que sais-je, qui ont largement repris depuis la fin du Covid. Et donc, ça veut dire que leur temps est certainement beaucoup moins disponible qu'il ne l'était par le passé. Donc, deux choses principales pour moi, et vraiment de le rediscuter avec vous, une attitude différente vis-à-vis de l'existence à venir, et puis le fait d'être soumis aussi à des sollicitations extrêmement nombreuses. Merci, Voilà. Pascal. Merci Merci Pascal. beaucoup. Et Cécile, je vais me permettre juste de t'interrompre avant qu'on passe à la suite pour revenir sur un petit point sur lequel tu es passé sur la diapo 10, sur le niveau de diplôme. Est-ce que tu peux répéter la base 100 parce que Marion-Georges était un peu étonnée que sur le niveau de diplôme, on arrive à un total de 109% sur les diplômes et à 91% sur les âges, parce que la base 100, je pense, n'est pas la bonne par rapport à ce que Marion pensait. Est-ce que tu peux réexpliquer la base 100? Pas de problème. Alors, Marion, voilà comment il faut lire ces données. Parmi les diplômés de Bac plus 2 et plus, donc Bac plus 3 et plus, nous avons 29% de bénévoles en association. Parmi les Bac plus 2, nous avons 24% de bénévoles en association. Donc là, on n'est pas sur 100 Français, ça ne s'additionne pas. C'est sur une population de Bac plus 3 et plus, 29% sont bénévoles. Voilà comment il faut lire l'ensemble de ces résultats. Merci beaucoup, Cécile, pour cette précision. Merci à toi. Et c'était bien, effectivement, d'éclaircir ça avant de poursuivre, puisque nous continuons selon la même logique avec la fréquence de l'engagement. Et c'est une donnée importante. D'ailleurs, Pascal il fait un petit peu allusion avec ses emplois du temps fragmentés. Donc, là, sur ce graphique, on distingue les bénévoles qui interviennent chaque semaine, que ce soit quelques heures ou une journée et plus. Les bénévoles qui interviennent chaque mois, en bleu, et les bénévoles qui interviennent ponctuellement. Là, ce sont ceux qui vont intervenir quelques heures ou voire quelques jours, mais quelques jours dans l'année et à l'occasion d'un événement particulier. Donc, alors que pour les hebdomadaires et les mensuels, là, on est sur un engagement régulier. Donc, sur 100 Français, là, en prenant les courbes une par une, et en commençant peut-être par les ponctuels, donc sur 100 Français, là, nous avons en 2010 près de 5% des Français qui interviennent ponctuellement dans les associations. Et si on suit leur évolution ici sur cette courbe en pointillé, en 2023, eh bien, ils sont plus nombreux, ils sont 6,3%. Pour les bénévoles qui interviennent chaque mois, ici en bleu, ils étaient 5,6% en 2010 parmi les Français, eh bien, 6,7% en 2019, ils sont un petit peu plus nombreux en 2023, 7,3%. Et là, on voit cette diminution liée à la crise sanitaire avec l'enquête de 2022. Pour les bénévoles hebdomadaires, comme le disait Jacques au début dans la lecture du sommaire, c'est la colonne vertébrale, ce sont les bénévoles qui font vivre les associations au quotidien. Et peut-être faut-il rappeler que 90% environ des associations ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. C'est important de le rappeler peut-être à cette occasion. En 2010, 12,5% des Français intervenaient de manière régulière et hebdomadaire dans les associations. Eh bien, on voit sur cette courbe orange qu'ils sont moins nombreux en 2019, 10,1, c'était déjà un point d'attention, qu'ils sont en net repli en 2022
qu'ils sont un peu plus nombreux en 2023, mais on est tout de même assez loin des 10%. Hein, on n'a pas retrouvé là le niveau de 2019. Et c'est la raison pour laquelle c'est un point d'attention, parce que pour les associations, eh bien, c'est une difficulté certaine, hein, et un besoin de réorganiser les équipes, de trouver des solutions. Et il y a des bonnes pratiques qui se développent aussi de ce côté-là, mais c'est un vrai point d'attention. Et ce point d'attention, on le voit ici en observant plus spécifiquement ces bénévoles qui interviennent chaque semaine et en regardant comment ils ont évolué pour chaque tranche d'âge. Donc, parmi les 15-34 ans, eh bien, on va peut-être zapper 2022, puisqu'on voit que ça a diminué dans toutes les tranches d'âge. On ne revient pas sur la période particulière. Regardons plutôt 2019-2023. Et pour les plus jeunes, on voit qu'il y a eu une progression finalement de 0,6 points, ce qui n'est quand même pas neutre. Donc, une progression de la proportion de jeunes de 15 à 34 ans engagés chaque semaine dans les associations. Et ils sont aujourd'hui 7,3%. Pour les 35-49 ans, bon, il y a, on va dire, c'est relativement stable, hein, on reste aux alentours de 7% en 2023. On voit une forte baisse pour les 50-64 ans, hein, qui ont perdu en fait 2,4 points entre 2019 et 2023. Là aussi, un point d'attention. Et point d'attention redoublé, je dirais, pour les 65 ans et plus, qui sont plus nombreux, plus disponibles et plus nombreux, mais qui ont perdu, eux, plus de 4 points, puisqu'ils étaient plus de 18% en 2019, et là, ils sont 14,4% en 2023. Donc, ils sont certes 2 fois plus nombreux que les tranches d'âge qui précèdent, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, et ce sont eux qui ont le plus de disponibilité et qui constituent dans beaucoup d'associations, c'est vrai, l'équipe moteur, quoi. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation que l'on peut peut-être compenser quand même, hein, en tout cas avoir gardé une note positive avec cet engagement des jeunes qui est plus important, et y compris dans la régularité, puisqu'on a souvent l'image des jeunes qui très mobiles, on parle de zapping, et bien là on voit qu'ils sont un peu plus nombreux à s'engager chaque semaine. Et donc, toutes ces évolutions constatées avec cette enquête, ces enquêtes IFOP conduisent à une recomposition du groupe des bénévoles. Alors, je vois que la lecture des pourcentages a suscité quelques questions. Donc là, je vais insister lourdement pour indiquer que là, on ne raisonne plus sur l'ensemble des Français, mais sur 100% des bénévoles. Donc, on regarde là, comment, dans le groupe des bénévoles, comment ils se répartissent entre hommes et femmes, selon les âges et selon leur engagement. Et on a donc 3 tableaux qui nous montrent en même temps les évolutions entre 2019, la parenthèse 2022 et quand même un focus sur 2023, sur la période actuelle. Donc, sur 100 bénévoles, on a 48% d'hommes et 52% de femmes. Les femmes étant plus nombreuses dans la population, eh bien, elles sont majoritaires dans le groupe des bénévoles, même si elles sont 23% comme les hommes à être bénévoles. Bon, je ferme tout de suite la parenthèse pour ne pas troubler davantage les lecteurs. Et donc là, pas de grands changements. Bon, on avait une répartition équivalente en 2019. Là, voilà, puis les femmes qui prennent un peu le dessus. Concernant les âges, pour les 15-34 ans, 26% des bénévoles avaient 15-34, entre 15 et 34 ans en 2019. Eh bien, en 2023, ils représentent 31%. Donc, ils ont vraiment gagné du terrain. Ils ont pris 5 points. Et donc,
parmi les bénévoles, aujourd'hui, 31% ont entre 15 et 34 ans. Voilà comment il faut lire ce tableau. Pour les 15-49 ans, ils sont 23% aujourd'hui, les 50-64%, 20%, et les 65 ans et plus, 26%. Donc, si on prend un groupe de 100 bénévoles, eh bien, on a 31 de 15-34 ans et 26 de 65 ans et plus. Les plus jeunes, les moins de 35 ans, sont plus nombreux que les 65 ans et plus. Si on regarde maintenant la répartition entre ces bénévoles qui interviennent chaque semaine, donc on appelle là les hebdomadaires, hein, ils sont 40% parmi l'ensemble des bénévoles, et ceux qui interviennent soit chaque mois, soit quelques fois dans l'année, eh bien, ils sont majoritaires, 60%. Et ils progressent par rapport à 2019, puisqu'ils étaient 56% en 2019 pour 60% en 2023. Donc, cette évolution, hein, de cet engagement croissant de la part des jeunes, hein, qu'on a observé là encore dans la recomposition des bénévoles, eh bien, nous a beaucoup interpellés. Et c'est vrai qu'on aimerait, Isabelle, que tu nous dises si toi qui es au contact des jeunes et déléguée générale de tous bénévoles et de jeunes et bénévoles, est-ce que ces résultats de 2023 et les évolutions qu'on a pu constater antérieurement sont une surprise ou pas? Alors, pas vraiment une surprise, parce que ça fait très longtemps que chez Tous Bénévoles, en fait, on constate que les jeunes ont envie de s'engager. En fait, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on a des jeunes qui sont venus vers nous et qui nous ont dit en fait, les associations ne veulent pas de nous. Et les associations nous ont dit ben non, on ne veut pas de jeunes parce que les jeunes, ils zappent, etc. Donc, on a un peu travaillé déjà à l'époque pour se dire ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une envie d'engagement, donc on est allé voir nos associations membres. Et il faut dire qu'elles ont commencé à jouer le jeu. On a créé un site, Jeunes et bénévoles, et elles se sont rendues compte que finalement, c'était super d'avoir des jeunes qui venaient. Et c'est vrai que la courbe n'a cessé de monter depuis une dizaine d'années et on voit que les jeunes s'engagent de plus en plus. Alors, Pascal a dit beaucoup de choses sur les bénévoles plus âgés, hein, qui sont très occupés, qui ont d'autres envies. Je voulais dire aussi que peut-être que les bénévoles de 65 ans et plus, ils ont été très affectés et secoués par la crise du Covid-19. Et c'est vrai que certaines associations nous ont dit aussi, on n'a pas vraiment su les faire revenir, on a un peu perdu le contact parce que ça a été une période très difficile et pour les associations et pour ces personnes. Et bon, on verra l'enquête l'année prochaine, mais il y a peut-être encore voilà, un effet de bord de cette crise et peut-être que ça va faire remonter ce pourcentage de 65 ans et plus, en tout cas on l'espère. Mais revenons aux jeunes. En fait, il y a une envie d'engagement parce que les jeunes aujourd'hui se retrouvent pas tellement, je pense, dans le politique. En fait, le politique leur semble vraiment très, très éloigné de leurs préoccupations, notamment d'ailleurs environnementales, hein, on le voit aujourd'hui. Et en fait, ils ont envie de quelque chose de concret et qui apporte un résultat immédiatement. Et donc, le bénévolat, c'est parfait. Eux, ils ont cette aspiration à être en relation avec d'autres personnes, et notamment des personnes fragilisées. Enfin, c'est leur première envie, hein. C'est la première cause vers laquelle ils vont. Ils sont aussi préoccupés par, évidemment, la protection de l'environnement. Ça, c'est la deuxième cause. Et dans toutes ces actions de bénévolat, en fait, ils acquièrent de nouvelles expériences et ils ont compris que ces expériences pouvaient aussi aujourd'hui être valorisées
dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est très important, évidemment, aussi. Aujourd'hui, les DRH considèrent que avoir fait du bénévolat est plutôt un atout, parce qu'on a acquis ce qu'on appelle les soft skills, on a acquis des compétences qui ne sont pas des compétences techniques, mais qui sont précieuses dans un monde professionnel où il faut être adaptable, où il faut savoir parler à beaucoup de personnes différentes, il faut être capable de s'ouvrir aux autres. Et toutes ces qualités peuvent être découvertes dans un bénévolat où, par définition, on ne connaît pas le contexte et on doit s'adapter. Comme le disait Cécile, leur bénévolat n'est pas que ponctuel. Souvent, c'est une suite d'engagements qui sont adaptés à leur vie du moment. Et vraiment, nous, on pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, cet engagement des jeunes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les associations ont mis en place des moyens d'accueillir ces jeunes de mieux en mieux et donc ils se sentent bien dans les associations. Et je pense que, puisqu'on parle des générations plus âgées et plus jeunes, aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel elles peuvent se retrouver, c'est le numérique, parce que les jeunes peuvent apprendre aux personnes plus âgées, et puis les personnes plus âgées peuvent leur apprendre ce qui se passe dans l'association. Et je pense que ce tutorat, mentorat intergénérationnel peut être une piste intéressante. Tout à fait, une piste à creuser. On pourra l'évoquer de nouveau à la suite de la présentation. Et puis là, bah, écoute, je voudrais apporter de l'eau à ton moulin, encore une fois, avec cette dernière diapo là sur la colonne vertébrale, donc sur ces bénévoles qui sont engagés chaque semaine. Et là, avec cette diapo, on les répartit selon leur âge. Et on voit avec 2019 et 2023 en comparaison, eh bien, les moins de 35 ans sont 23% attendez, que je ne commette pas l'erreur de mon côté. Parmi les bénévoles engagés chaque semaine, 23% ont entre 15 et 34 ans et ils sont plus nombreux qu'en 2019 puisqu'ils n'étaient que 20%. Donc, on a une progression là qui confirme ce qu'on a vu tout à l'heure et mathématiquement, eh bien, ce sont les générations suivantes qui sont moins représentées. Donc, voilà, c'est un petit plus et encore un nouveau clin d'œil à l'engagement des jeunes avant de résumer un petit peu tous les résultats et les enseignements de cette enquête et les enjeux. Donc, on a eu là la démonstration de l'intérêt de cette enquête de 2023 hein, qui vient confirmer que 2022 était encore une période de sortie de crise, une parenthèse. Et on peut se réjouir de voir que la proportion de bénévoles en association en 2023 eh bien, rejoint et s'approche hein, vraiment de celle de 2019. Ce que tu disais, Isabelle, sur les bénévoles de plus de 65 ans et l'optimisme qu'on peut avoir à les voir revenir progressivement dans les associations eh bien, est encore plus viendrait confirmer et peut-être voir progresser cette proportion de Français engagés dans les associations prochainement. Et puis, on voit aussi, hein, là, avec tous ces graphiques, c'est vrai qu'on vous présente beaucoup de chiffres, mais sur la période de 2010, c'est quand même très intéressant de voir comment les choses évoluent sur cette période plus longue. Et on voit ces tendances se confirmer avec le plus souvent quand même un point de vigilance. Alors, la recomposition du bénévolat, l'engagement croissant des jeunes et pour le moment en tout cas plutôt le repli hein, des 65 ans et plus, une préoccupation avec les bénévoles engagés de façon régulière et hebdomadaire qui sont
proportionnellement moins nombreux, donc 9% en 2023 pour 10% en 2019, alors que ce sont eux qui, encore une fois, font vivre les associations. Donc, on l'a dit, en danger, peut-être un point d'interrogation en tout cas, et il est sûr qu'elle est fragilisée. Et puis, une fracture associative qui est toujours aussi marquée. Marion nous a permis de revenir sur les résultats tout à l'heure. Hein. Donc, c'est moins de 20% de bénévoles en association parmi les moins diplômés, alors qu'ils sont près de 30% parmi les plus diplômés. Et là-dessus, Roger, on aimerait avoir ton point de vue justement sur cette fracture associative. On est dans un contexte minoritaire, hein. C'est le problème. Alors, il est encore plus minoritaire selon le niveau de diplôme. Je crois que la première raison, c'est que l'association est une culture et qu'il faut être acculturé, cette culture de l'association. Et cette acculturation, elle n'est pas faite. Évidemment, on pense à l'école. La culture associative à l'école, elle est soit imposée, soit pas très active et pas très citoyenne. Et c'est regrettable parce que maintenant, on s'aperçoit, et peut-être que c'est une case qu'il va falloir rajouter dans nos enquêtes, rechercher solidarité, on s'est aperçu que la variable la plus importante dans la pérennité de l'engagement, c'était la précocité. Donc là, il y a un point absolument énorme. Et pour donner un exemple, au mouvement associatif, on essaye de normaliser le fait qu'il y ait une participation des jeunes dès le collège à des associations citoyennes. Il y a derrière, voilà. Donc, il y a ce problème-là. Et comme vous savez, ce sont plutôt les catégories les plus défavorisées qui participent peu de l'extrascolaire, etc., des activités parallèles, et qui sont, comme ça a été dit précédemment, pourtant essentielles à la réussite scolaire elle-même. Donc, il y a quelque chose là qui est du côté de l'éducation nationale, sur lequel on peut revenir dans les questions. La deuxième, pour moi, il y a un deuxième problème qui est un peu lié, c'est que dans cette culture, il faut avoir une confiance en soi, et puis l'idée que on va apporter quelque chose. Il y a des gens qui se disent, attends, moi je suis un pauvre type, etc. Qu'est-ce que vous voulez que j'apporte? J'ai rien à dire, j'ai rien à apporter, etc. C'est complètement faux, évidemment. Et on s'en aperçoit en particulier chez les bénévoles qui, d'abord, ont été dans une association et puis se disent, après tout, give back to community, donc je rends et je deviens bénévole moi-même. D'ailleurs, c'est une bonne manière d'inclure des gens qui ne se sentent pas utiles au bénévolat et qui, en fait, peuvent l'être en passant de la participation à l'action, en quelque sorte, et au bénévolat. Et puis, une troisième raison, mais bon, voilà, il faudrait 2-3 heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos amis pour aller plus à fond dans cette question. Donc, je m'en tiens à nos 3 minutes. Donc, ma dernière minute, c'est peut-être pour l'essentiel, c'est qu'il y a besoin d'une forme de reconnaissance de l'action bénévole. C'est terminé quand voilà, la reconnaissance sociale, de classe sociale suffisait. On disait, en plus, c'est pas, je sors de la paroisse et je le donne, etc. On n'en est plus là, quoi. On en est à un point où il faut effectivement plus de présence, il faut plus de compétences, il faut plus de choses, et donc il faut plus de reconnaissance. Et alors, moi, je suis très content que Marlène Schiappa offre une médaille du bénévolat. C'est très gentil. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Et par exemple, quand je pense à tous les outils qu'on pourrait mobiliser, à commencer par le compte d'engagement citoyen, qui est une sorte de truc mort-né, enfin c'est quand même invraisemblable. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas utilisé. Il faut évidemment aller vers des formes plus volontaires. Je pense à la formidable réussite du service civique. Pourquoi le limiter aux jeunes? Je ne sais pas. Enfin, il y a des quantités d'idées. Et d'ailleurs, il y a des municipalités qui font un effort de ce point de vue-là, en faisant des formes de reconnaissance, monnaie parallèle ou
accès à des équipements publics. Bref, quand est-ce qu'il y aura une politique de l'association et du bénévolat en France? Voilà, quelques mots. Merci Roger, merci. On pourra revenir dans les questions-réponses sur tes propos et te redonner la parole. Maintenant, Jacques, je te la confie, cette parole, pour évoquer deux pistes que nous avons choisi de mettre en avant pour les explorer. Et pour les explorer avec vous. Mais Jacques, je ne sais pas Merci. Oui. Merci beaucoup, Cécile. Alors, ces pistes, je les précise rapidement. D'abord, on l'a vu, il y a aujourd'hui une difficulté parmi les bénévoles les plus anciens, les plus expérimentés, les plus disponibles. Et on se dit que finalement, il faut peut-être préparer l'entrée dans une nouvelle vie, c'est-à-dire le passage de la vie active à la vie plus active encore pour certains, c'est-à-dire à l'âge de la retraite. Alors, d'abord, comment peut-on préparer ça? Déjà, en essayant de concilier travail et engagement. On voit aujourd'hui que les choses bougent beaucoup dans le monde du travail et beaucoup d'actifs revisitent un petit peu la place du travail dans leur vie en général. Donc, une première question, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le monde associatif de s'approprier cette démarche pour mobiliser plus largement, notamment faciliter et accompagner l'engagement des actifs? Quelques pistes au plan individuel, mais aussi au sein des associations, qui vont d'ailleurs pouvoir s'appliquer aux personnes qui sont dans le monde du travail, peut-être dans la dernière partie de leur vie professionnelle, mais aussi aux nouveaux retraités. Le télébénévolat qui, au-delà de la technique, est une facilité et qui permet de gagner du temps, d'être efficace. Évidemment, il ne faut pas que ce soit au détriment de la convivialité, mais le télébénévolat qui se développe, le compte engagement citoyen qui doit retrouver de ses couleurs et la valorisation des acquis de l'expérience bénévole qui est une valorisation très ancienne mais qui malheureusement est peu connue et peu utilisée. Et quelques pistes en direction des employeurs, notamment les petites et moyennes entreprises qui sont un peu moins informées, les sensibiliser justement aux effets positifs du bénévolat, une réflexion à l'aménagement du temps de travail, le mécénat de compétences qui se développe beaucoup dans les grandes entreprises, mais pas tout à fait assez dans les petites et moyennes entreprises. Donc, première piste, tenter de concilier travail et engagement. La deuxième piste qui nous préoccupe particulièrement, alors nous avons une fonction d'observation, mais on ne va pas rester, comme le disait Roger, des observateurs inactifs. Il faut qu'on prenne aussi peut-être un certain nombre d'initiatives. Et nous voudrions réfléchir avec vous qui nous écoutez, avec nos partenaires, avec les pouvoirs publics aussi, avec le mouvement associatif notamment, pour savoir comment faciliter ou renforcer cette transition entre vie active et retraite. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont déjà une expérience associative lorsqu'elles arrivent à la retraite, et puis celles qui vont découvrir éventuellement cette expérience, ou bien celles que ça n'intéresse pas. Il faut pour tous les goûts, comme le disait Pascal tout à l'heure, dans cette société relativement hédoniste, il est important que chacun puisse s'exprimer et s'épanouir. Mais premier élément, une question. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on si peu de l'articulation entre la vie active, le bénévolat et la retraite? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de sessions, de préparation à la retraite. Bien souvent, elle consiste à vérifier qu'on a bien acquis tous les droits nécessaires, etc. Mais comment essayer de se projeter, peut-être en regardant déjà comment les uns et les autres voient la retraite, certains peut-être avec beaucoup d'espérance d'une nouvelle vie, d'une délivrance, d'autres avec un peu d'angoisse,
En tout cas, il faut partir un petit peu de ces constats pour voir comment les choses peuvent évoluer. Et puis, finalement, les transitions les plus belles sont les transitions douces, c'est-à-dire celles qui permettent d'anticiper, notamment anticiper la fin de la vie professionnelle, ouvrir de nouveaux horizons, se créer des perspectives, découvrir ou redécouvrir le plaisir d'être utile dans une association, notamment pour les personnes qui ont beaucoup de responsabilités dans la vie active et qui veulent rester utiles dans la société. C'est un enjeu pour les associations parce qu'il faut qu'elles se préparent, elles le font déjà, mais peut-être les aider plus encore à accueillir ces nouveaux bénévoles, leur proposer un parcours adapté vers la prise de responsabilité pour ceux qui le souhaitent. Et alors, surtout aujourd'hui, que ce soit parmi les plus anciens ou parmi ceux qui arrivent à la retraite, il y a une grande crainte, c'est d'être aspiré, complètement prisonnier par un engagement bénévole. Aujourd'hui, on a envie d'être un bénévole heureux, un bénévole épanoui, donc un bénévole qui va pouvoir concilier son engagement et sa vie. Et de ce point de vue, il faut sans doute revisiter un certain nombre de responsabilités. On voit de plus en plus de coprésidences ou de binômes qui se mettent en place. Je ne suis pas disponible à telle période, est-ce que tu peux l'être? Du coup, est-ce que je peux partir en croisière, comme disait tout à l'heure Pascal. C'est très, très important que les personnes qui sont invitées à prendre des responsabilités soient rassurées avec cette notion d'équipe, de binôme. Et puis le tutorat, bien entendu, avec des bénévoles plus anciens. Pour les employeurs, c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire en direction des personnes qui arrivent en fin de parcours professionnel, les aider à connaître un petit peu tous les dispositifs, proposer aux seniors peut-être, on en parle beaucoup actuellement dans l'actualité, une réduction, voire un aménagement du temps de travail pour faciliter l'engagement dans une association. Voilà, donc c'est cette deuxième piste pour laquelle nous envisageons de prendre peut-être des initiatives en donnant la parole justement aux personnes qui demain vont s'engager dans une nouvelle vie et avec lesquelles nous pouvons imaginer une préparation et une transition douce. Voilà pour ces deux pistes. Merci Jacques et merci à tous les intervenants pour cette présentation très riche. On a plus d'une vingtaine de questions ouvertes, donc il va y avoir plein de sujets à aborder dans un temps assez court. On va essayer de répondre à tous. Avant de commencer, avant de creuser vraiment l'analyse que vous avez pu partager, où il y a eu pas mal de réactions, Pascal, Roger et Isabelle. Cécile, j'aurais juste une petite question pour toi et pour Jacques aussi sur vraiment l'étude en tant que telle. Est-ce que sur la baisse de l'engagement pendant la crise, vous avez pris en compte dans l'étude l'engagement informel, notamment toutes les initiatives qu'il y a eu sur l'aide alimentaire en QPV, mais aussi tout ce qui est hors cadre associatif? Je me permets de répondre très rapidement. En fait, oui. Oui, simplement, ça ne figure pas dans cette présentation, puisque là, c'est véritablement l'engagement au sein des associations. Mais dans les enquêtes qui sont menées, il y a également l'engagement informel, que ce soit en direction, par exemple, d'une école, d'une église, d'un parti politique ou d'un syndicat, ou bien avec des amis, des copains. Donc, la réponse est merci Jacques. Et on peut retrouver cette étude sur le site de Recherche et Solidarité, on a montré les liens tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'ailleurs, excuse-moi Claire, c'est essentiellement dans la France bénévole 2022 que l'on peut trouver justement la question de l'engagement informel ou dans les autres organisations au moment de la crise, puisqu'on est là en sortie de crise. Et on le reprend aussi, comme le dit Jacques, dans l'enquête de cette année. Il y a deux références en fait. Et du coup, juste pour répondre sur des petites questions de savoir où chercher les informations, pour tout ce qui est répartition des bénévoles en pourcentage entre âge et degré d'urbanisation, ou entre âge et région, ou par secteur d'activité d'association, est-ce que ce sont des études qui existent? Est-ce que la finesse d'analyse à ce niveau-là existe aujourd'hui dans les études qui sont publiées? Alors, pour ce qui concerne le degré d'urbanisation, et l'âge et le degré, ça c'est plutôt l'INSEE qui donne des informations utiles en termes de démographie.
Pour ce qui concerne la ventilation par secteur d'activité, effectivement, compte tenu de la diversité associative, c'est très, très important. Alors, pour être très clair, sur les enquêtes IFOP, la ventilation existe, elle est simplement peu fiable parce qu'il faudrait un nombre important, très important de Français interrogés. En revanche, dans nos enquêtes, comme actuellement l'enquête en cours auprès des bénévoles, là, nous avons suffisamment d'informations pour fournir des résultats détaillés selon les principaux secteurs d'activité et nous y tenons beaucoup, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques. Maintenant qu'on a fait des petites précisions sur vraiment le contenu des enquêtes, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et je vais commencer par des questions peut-être plus pour Pascal, mais Roger et Isabelle, n'hésitez pas à intervenir également. Sur vraiment cette différence entre l'implication des plus de 60 ans et des plus jeunes, mais sur l'analyse de la capacité des anciens à un peu se remettre en question, à être à l'écoute des nouveaux arrivants, pour leur permettre voilà, de faire de la place, de faire évoluer les structures. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aujourd'hui poser problème? Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un petit peu on a toujours fait comme ça et du coup les nouveaux qui arriveraient en vouloir faire évoluer les choses pourraient ne pas se sentir accueillis? Est-ce que Pascal, tu as une réaction par rapport à ça? En fait, parce que je suis allé voir les questions des participants aussi pendant les interventions, donc j'ai bien senti la chose. Peut-être la première, alors, en amont de tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, le Covid a changé quand même profondément nos habitudes et nos pratiques de vie quotidienne, quelles que soient les générations. Et effectivement, comme ça a été suggéré, la question du numérique fait à la fois lien, mais elle fait aussi séparation d'une certaine manière, puisqu'on est réfugiés les uns et les autres derrière nos téléphones. Sur l'intergénérationnel et les effets de l'intergénérationnel dans les associations, moi je distinguerais un peu deux choses. Je distinguerais un peu les enjeux de CA, où effectivement c'est très compliqué quand on est… Le CA, c'est un peu de l'entre-soi. Roger a évoqué la question d'une culture de l'association. Elle est souvent portée par le CA qui active le projet associatif, et c'est vrai que rentrer dans un CA qui vit ensemble depuis une vingtaine d'années, c'est comme dans n'importe quel groupe, c'est quand même très compliqué, et s'il y a un entre-soi qui est en plus générationnel, il est parfois effectivement compliqué de trouver sa place, et finalement on observe ça dans plein d'autres domaines de l'existence. Il faut attendre que toute une génération disparaisse pour qu'il y ait du renouvellement. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, pour le coup, pour rejoindre ce que Roger disait tout à l'heure, de pouvoir reconstituer notre lien les uns aux autres à travers les générations, à travers la pratique associative. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre l'entre-soi? L'autre chose aussi que moi j'ai observé, y compris quand j'avais fait ma propre enquête auprès des associations, c'est qu'il y a eu dans les années 2000-2010, d'énormes politiques de professionnalisation des associations, et qu'on a vu aussi se construire des très gros clivages. Alors, c'est très significatif dans les très grands réseaux, il y a beaucoup de salariés et beaucoup de bénévoles, mais on sent bien qu'il y a aussi une articulation nouvelle à trouver entre les bénévoles et les professionnels salariés pour pouvoir essayer de construire quelque chose qui puisse faire fonctionner ce lien social autrement que sous le seul registre de la professionnalisation. Et pour réagir à et compléter ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, c'est quand même très frappant de voir que les DRH attendent aujourd'hui des jeunes qui fassent du bénévolat parce qu'ils vont acquérir ces fameuses soft skills, et que moi j'ai quand même entendu beaucoup de bénévoles me dire « oui, j'ai eu des responsabilités âgées, j'ai eu des responsabilités quand j'étais au travail, mais on ne me considère plus comme compétent ». C'est-à-dire qu'au fond, quand on sort du monde du travail, on a une sorte de décote dans un certain nombre de réseaux et d'associations, et les bénévoles ont tendance à se replier eux-mêmes sur, quand ils sont âgés, sur des micro-activités, en disant « moi, je ne vais pas forcément contribuer beaucoup ». Et donc, ça rejoint aussi ce que disait très bien Roger tout à l'heure, c'est quelle est la reconnaissance, comment est-ce qu'on qualifie l'activité. Les gens n'ont pas forcément envie d'être reconnus pour du travail, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le travail éventuellement des salariés de l'association, mais ils ont envie d'être reconnus pour leur action. Voilà. Et puis, je terminerai juste sur le fait que les associations aujourd'hui répondent souvent, quand elles ont un peu de surface, à des causes, elles répondent à des appels à projets, elles entrent dans des dispositifs, et que le bénévole, lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'avoir des relations horizontales avec les autres bénévoles et des relations horizontales avec les personnes qui l'accompagnent.
Et je pense que c'est ça qui rend le sentiment, qui permet de rendre compte du sentiment d'utilité. Alors, je ne sais pas si j'aurais vraiment répondu à l'ensemble des thématiques qui étaient abordées, mais je pense qu'il faut faire de l'intergénérationnel davantage. Je ne sais pas, pour ceux qui l'auront vu, il y a le petit film de Laura Adler qui est formidable sur la vieillesse, et elle interroge des jeunes, et au tout début du film, une classe de collégiens, et elle lui donne, alors c'est quoi une vieille personne? Alors il y a un gamin qui dit, c'est une personne qui sent mauvais, mais en même temps, ma grand-mère à moi, elle ne sent pas mauvais du tout. Elle est merveilleuse, elle fait de délicieux gâteaux. Donc je pense qu'il y a une connaissance à acquérir entre générations, et se dire qu'on va aujourd'hui faire du bénévolat à 30 ans avec quelqu'un qu'on a peut-être 90. Voilà, je pense qu'il y a toutes ces dynamiques-là qu'il faut essayer de recréer à travers les âges. Mais sinon, c'est peut-être une politique des âges qu'il faut travailler dans les associations. Merci beaucoup, Pascal. Je vois, Roger, que tu avais peut-être envie de compléter. Je me permets d'ajouter une question avant que tu complètes, qui est toujours sur la même thématique, mais avec cette histoire de l'âge de la retraite, finalement, qui va augmenter de plus en plus et qui risque enfin, voilà, de bouger encore dans l'avenir. Est-ce que ça risque de modifier ce pourcentage des retraités bénévoles qu'on voit déjà aujourd'hui un petit peu en déclin? Alors, d'abord, moi, je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Pascal, et donc je partage complètement. Donc, voilà. Mais j'ai quand même, enfin, j'ai plutôt, excuse-moi Claire de ne pas répondre directement à la question, mais plutôt de prendre une focale un peu plus large, quoi. À quoi ça sert des associations? Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? C'est ça la question. Et si tu veux, moi, le problème, c'est que face à la production du bien commun qui est aujourd'hui essentielle, le service public n'arrive plus, face à la question de l'extrême droite et donc de la nécessité de retrouver de la citoyenneté, parce que ce n'est pas la politique qui va nous en délivrer, mais le politique à travers les citoyens, là, il y a des questions massives, et qui doivent interpeller tout un chacun, les pouvoirs publics, tout le monde, quoi, parce que la vie associative, alors moi je le dis autour du lien social, qui est plus tourné vers l'associativité, elle doit se concrétiser, elle doit absolument se concrétiser. Et je suis désolé de penser que la France n'est pas très avancée là-dessus. Bon, j'ai vécu longtemps en Scandinavie, donc je ne veux pas que ce soit trop déformant non plus, mais il faut considérer l'engagement dans une association comme une généralité. Tout le monde doit être dans une association, c'est une évidence, quoi. Enfin, je veux dire, et de ce point de vue-là, je pense que, et ça va répondre, et c'est comme ça que je vais retrouver la question interage, hein, ça doit répondre à un vrai parcours citoyen. Et ce parcours citoyen, il doit aller de l'école jusqu'au tombeau, quoi. Enfin, c'est comme l'éducation tout au long de la vie, c'est la même chose. D'ailleurs, ça se confond beaucoup, puisque la deuxième motivation pour aller dans les associations, c'est se former, développer des compétences, etc., comme ça a été très, très bien dit. Et l'interpénétration qu'il y a aujourd'hui entre les différentes sphères de vie, c'est-à-dire le domestique, le travail, l'engagement et la politique, cette interpénétration, elle doit donner une place, mais une place organisée, voulue, politique, avec des politiques derrière pour faire que tout le monde se retrouve à l'école avec un parcours citoyen. Le SNU, moi je suis pour, alors je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, j'en ai déjà beaucoup sur ce sujet, mais je pense que le SNU doit être absolument obligatoire, absolument, c'est un moment crucial, mais organisé très différemment, on ne va pas rentrer dans le SNU, mais organisé très différemment de ce qui est proposé, parce que là, il a l'impression qu'on va aller au service militaire, donc c'est insupportable. Mais après, il faut que le service civique soit très élargi, il faut pouvoir cumuler une activité de reconnaissance dans le service civique avec une activité de travail, il faut, je veux dire, nous avons, quand j'ai voulu parler de culture, c'est ça que j'ai voulu dire. Et si on conçoit ce parcours à la fois citoyen et associatif, évidemment que l'interpénétration des âges de la vie est évidente, parce qu'on considérera que c'est aussi important à tous les âges. Et que, par exemple, la manière, moi, c'est quelque chose que j'ai développé il y a longtemps sur les compétences transversales, enfin ce que vous avez appelé les soft skills, ce que moi j'appelle plutôt les compétences transversales. Bon, aujourd'hui, toutes les entreprises reconnaissent que c'est tout à fait décisif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on attend qu'il y ait du mécénat de compétences ou, voilà, donc il y a des formes de reconnaissance.
je dirais un dernier mot, par exemple. Moi, il y a une chose sur laquelle j'essaye de faire une promotion. Par exemple, qu'est-ce qui interdirait d'avoir des formes d'échange associatives ou des formes de monnaie associative, c'est-à-dire des formes qui faciliteraient les échanges pour ne pas être complètement dépendantes de l'euro et de la marchandisation. Enfin, franchement, nous avons quantité d'idées à proposer. Alors, je m'excuse, elles sont un peu dans tous les sens là, mais elles sont aujourd'hui indispensables à la fois sur le plan social, du lien social qui est une société de pairs vers une société de pairs PAIRS, donc il faut la faire vivre. Donc, c'est indispensable au plan économique parce que nous rentrons dans une économie qui est une économie sociale. C'est le social qui fait l'économie aujourd'hui, c'est l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'entreprise qui va produire l'intelligence, elle se produit où l'intelligence? Bon, c'est les soft skills. Et elle est politique. Je pourrais peut-être commencer par le politique, mais la politique au sens, soyons citoyens, c'est le citoyen qui fait le vote, ce n'est pas le vote qui fait le citoyen, il faut d'abord être citoyen. Alors, excusez-moi d'être un peu long, mais je veux bien après, tu vois, Claire, à nos amis de Recherche et Solidarité qui me connaissent bien, ils ne sont pas étonnés de ma sortie, mais je veux dire ça. Alors maintenant, moi je veux bien rentrer complètement dans les détails, tu vois, par exemple sur l'accueil, je dirais juste un mot, non je dirais 2 mots supplémentaires. Sur l'accueil, je dirais il faut aller du coup de main au volontariat. Il faut sortir de la culture de l'engagement traditionnel. Donc, il faut aller du coup de main. Bon, les gars, voilà, même pas encarté, tu viens donner un coup de main, on t'offre, voilà, Jacques a parlé de télébénévolat, des choses comme ça, etc. Voilà, bon. Donc ça, c'est un côté. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui veulent vraiment s'engager, il faut les reconnaître, il faut leur faire un statut de volontaire, il faut qu'ils aient une indemnité, il faut qu'ils aient des reconnaissances, il ne faut pas qu'ils y soient de leur poche, etc. Donc il faut, pour moi, agir aux 2 extrêmes dans le monde associatif. Et puis sur la question des mesures, et la question a été posée, c'est pour ça que j'y reviens, je la crois très importante. Quand on regarde l'étude de 22 de l'IFOP, on s'aperçoit que le bénévolat informel est presque aussi important que le bénévolat formel. Et alors, moi, je m'interroge sur quid du bénévolat informel. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce que c'est… Alors, si c'est du bénévolat, ce n'est pas le bisou à la grand-mère. En tout cas, ce n'est pas sa grand-mère à soi, ça doit être l'autre grand-mère. Voilà, comme disait Pascal. Donc, il faut aller vers l'autre grand-mère. Alors, il y a ça, mais est-ce que les gens le font individuellement ou est-ce que c'est des associations de fait? Par exemple, cette question-là, elle me perturbe beaucoup. Parce que moi, j'ai la faiblesse de penser que ça peut être des associations de fait. Et pourquoi elles ne veulent pas se déclarer en préfecture? Pourquoi ils ne veulent pas s'emmerder avec un encartement? Pourquoi, etc. Voilà, c'est des questions, je pense qu'il faut qu'on les creuse à Recherche et Solidarité. Merci de votre patience. Merci beaucoup, Roger. C'était très intéressant et en plus, ça a permis de répondre à d'autres questions que je n'avais pas formulées, mais que tu as reformulées toi-même. Donc, c'est parfait. Je pense que ça a répondu à pas mal d'interrogations. Peut-être, Isabelle, on peut revenir plutôt sur les plus jeunes. Est-ce que quand tu as eu l'occasion d'aller creuser un petit peu ces sujets-là, tu as vu un petit peu plus dans quel type ou dans quel secteur d'activité les plus jeunes auraient pu s'impliquer, sous quelle forme d'implication? Est-ce que c'est plus de la gouvernance ou est-ce qu'au contraire, ils veulent plus être sur le terrain? Est-ce qu'il y a des spécificités en tout cas sur l'engagement des jeunes et est-ce que tu as des pistes comme ça à partager sur ces sujets-là? Alors, les jeunes, comme je le disais, vraiment, la première cause qui les intéresse, c'est d'aller vers des personnes en situation de fragilité. Et la deuxième étant la cause de l'environnement. Il y a aujourd'hui des associations, des grosses associations, je pense à France Alzheimer, les Petits Frères des Pauvres, qui accueillent vraiment les jeunes dans un parcours qui fait qu'ils restent très longtemps. Nous, on organise un prix Jeunes Bénévoles et on a régulièrement des lauréats de ces associations-là qui y sont depuis 3, 4, 5 ans, donc qui ne zappent pas. Et pourquoi? Parce que c'est un bénévolat qui est compatible avec leur vie de jeune. En fait, les jeunes, ils ont vraiment envie de s'engager et donc il faut effectivement qu'on puisse leur proposer un bénévolat compatible avec leur vie de lycéens, d'étudiants, ensuite de personnes qui travaillent. Donc voilà une première piste. Bon, après, il y a des tas d'associations, et on n'en a pas parlé, qui sont directement créées par des jeunes, et il y a des jeunes qui ont des idées quand même
très intéressante. Je pense à un jeune qui s'est aperçu que les jeunes s'enfermaient dans les jeux vidéo et qui s'est dit, ben, on va faire une association autour du jeu vidéo, mais on va créer de la solidarité autour de ça. Et il a essayé de trouver des bénévoles plus âgés qui connaissent l'informatique, mais pas plus que ça, mais qui sont des espèces de mentors pour les plus jeunes qui sont sur le jeu vidéo solidaire, et il les réunit une fois par an dans un endroit. Et cette association, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc, il y a aussi des tas d'initiatives de jeunes qui intègrent aussi des seniors dans l'association qu'ils ont créée. Donc, ça, c'est des pistes très intéressantes aussi. Je crois vraiment que, bon, effectivement, il y a des associations qui vont rester entre jeunes. Je sais qu'il y a une association d'étudiants qui offre des repas à des étudiants, donc ils préfèrent que tout reste entre étudiants. Mais vous avez très souvent maintenant cette idée que l'intergénérationnel est très riche. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, à part dans une famille, vous avez rarement voilà, des personnes autour d'une cause qui ont entre 17 et 90 ans. Donc ça se rencontre que dans une association. Et comme le dit Roger, ce lien social qui fait notre société et qui doit la faire à une époque quand même, on est, enfin, beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux enfermées dans des bulles par l'intelligence artificielle. Je pense que l'association est un des lieux où effectivement on peut faire société, et c'est si important aujourd'hui pour éviter de sombrer dans quelque chose où chacun serait dans son petit univers et qui ne peut amener que la violence à la fin. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'à tout hasard, tu aurais connaissance d'un guide qui pourrait aider des associations qui auraient envie de faire plus de place aux jeunes, ou des bonnes pratiques qui pourraient être un petit peu travaillées, que ce soit en termes de communication, d'accueil, d'intégration, de parcours du bénévole? Alors, aujourd'hui, pas à ma connaissance sur les jeunes. Nous, chez Tous Bénévoles, pour chacune de nos associations adhérentes, on met à disposition un guide qui s'appelle « À la recherche de nouveaux bénévoles », mais qui est plus large, en fait, qui traite de l'accueil des jeunes, mais aussi de tout type de nouveaux bénévoles. C'est un guide qu'on a co-construit avec un certain nombre d'associations. On pourra le mettre en pièce jointe si vous envoyez voilà, votre PowerPoint. C'est une première réponse, mais je note cette idée, pourquoi pas un jour travailler sur ce sujet-là. Super, merci beaucoup Isabelle. Je vois l'heure qui tourne, on était censé terminer à 12h15. Je vous propose qu'on rallonge un petit peu pour ceux qui peuvent rester pour continuer ces échanges sur les questions. Je crois, Roger, que tu avais une obligation et que tu n'allais pas pouvoir rester avec nous jusqu'au bout. Mais voilà, je me permets juste d'introduire si tu dois nous quitter à un moment. Sur toujours cette part de jeunes, on a pas mal parlé de la tranche des 15-34 ans, qui est une part assez large finalement. Est-ce qu'on a des spécificités à l'intérieur de cette plage-là, ou est-ce qu'on a choisi de faire cette plage-là parce que finalement c'était plutôt des similarités entre ces différents profils? Je ne sais pas, Cécile, si tu souhaites répondre ou si quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette question-là. Claire, est-ce que je peux dire un Bien mot sûr, en réponse à Isabelle? bien sûr. Parce que Isabelle, je ne sais pas si c'est ça qu'elle pense, a l'air de mettre à côté l'engagement des jeunes bénévoles, à côté de l'école. Et moi, je pense qu'il faut le mettre dans le cursus, pas forcément dans l'école, mais dans le cursus scolaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'assurer un cursus scolaire sans avoir participé à des formes, junior association ou autres, d'activation citoyenne. Il n'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Et je prends appui sur la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un excellent rapport, d'ailleurs, la plupart des rapports de la Cour des comptes sont excellents, sur la formation citoyenne, en déplorant sa relative absence, quoi. Quelques heures dans l'école quand elle est faite. Est-ce que vous pensez que former des citoyens, qui est pourtant la tâche essentielle de l'école, peut se contenter d'1 ou 2 heures d'instruction civique?
d'abord, ça ne s'instruit pas et ça se vit. Et donc, c'est dans les écoles où il y a des conseils municipaux d'enfants, où il y a des formes d'associations, que les choses se font. Et donc, je pense qu'il faut faire, je prends l'exemple des États-Unis, qui de ce point de vue-là sont plutôt enviables, sur cette question en tout cas du bénévolat. Vous ne pouvez pas rentrer dans un master à l'université si vous n'avez pas eu un parcours citoyen. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, vous devez, alors leur truc c'est give back to community, tu es arrivé en master mon gars, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as une mère, des associations, des gens derrière, etc. Et il faut quand même que tu vois qu'est-ce qui a fait que tu es. Voilà, c'est cette question-là. Et donc, moi, je veux une intégration du parcours citoyen tout au long de la vie et surtout dans la précocité. Pardon pour ce mot, je vais devoir vous quitter. Non, merci, c'est toujours très intéressant. On a d'ailleurs beaucoup de retours de participants qui sont ravis de la profondeur des échanges, donc je pense que ça intéresse tout le monde. Mais du coup, je reviens à la charge avec ma petite question sur les 15-34 ans. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre sur comment est-ce qu'on pourrait affiner peut-être cette tranche, ou est-ce qu'au contraire, il y a plutôt des similarités? Alors, on a dans les résultats de l'enquête IFOP là qu'on vous a présenté, on a deux types d'approches. Une approche avec uniquement 4 tranches d'âge, et effectivement la première qui fait 15-34 ans, et puis une approche plus fine qu'on a présentée en distinguant les 15-25 et les 25-34. Donc, il y a des spécificités, on l'a vu, on a une proportion de personnes engagées dans les associations plus importante entre 25 et 34 qu'entre 15 et 24. Et puis, au-delà de ces chiffres, il y a aussi tout le comportement, les aspects qualitatifs qui sont à étudier et qu'on essaie, nous, d'étudier dans le cadre de notre enquête auprès des bénévoles, sur lesquels on reviendra peut-être juste à la fin pour une petite information. Mais il y a des spécificités et c'est souvent par facilité de lecture parfois, et aussi par contrainte que l'on regroupe les tranches d'âge, parce qu'il nous faut avoir un nombre de réponses suffisant pour pouvoir nous exprimer au nom de telle ou telle tranche d'âge. Voilà. Oui, si tu le permets, Claire, un petit complément. Effectivement, on va arrondir, parce qu'on dit 15 ans, on va dire 16, 17, 16, 17, 18 jusqu'à 25 ans, et puis de 25 à 34. Et on voit là la différence évidente, parce qu'il y a le début de la constitution d'une famille, l'engagement dans le domaine du travail. Et c'est pour ça qu'on a des proportions différentes. Et il ne faut pas accuser par exemple, les 25-34 ans d'être moins nombreux à être bénévoles, parce que c'est pour des raisons de disponibilité, bien évidemment. Mais bien retenir que finalement, on observe et on travaille beaucoup sur cette notion, la notion de parcours bénévole qui démarre très tôt, qui va un petit peu s'assouplir ou se relativiser à un moment donné, puis qui va repartir, mais sous des formes différentes. Il y a cette notion de parcours avec l'accès à des responsabilités, la découverte d'univers nouveaux, et en tout cas de l'épanouissement tout au cours de la vie. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que l'un d'entre vous aurait entendu parler, ou est-ce que vous avez déjà entendu être envisagé la possibilité de réaliser des bilans engagement qui soient par territoire, un petit peu comme on fait des bilans carbone par territoire, qui pourraient mettre en corrélation les associations présentes, les politiques menées, avec le niveau d'engagement des citoyens sur un territoire? Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Oui, pour travailler sur un territoire, il faut évidemment un partenaire, il faut des organisateurs, il faut des organisations intéressées, et il faut un échantillon significatif, représentatif, et surtout faire le lien entre ce qu'on va constater dans le cadre d'une enquête, par exemple, et les mesures qui sont prises, la politique publique qui est menée. Nous avons eu l'occasion déjà de travailler, mais c'est sous condition, bien entendu, de travailler avec certaines régions, avec certains départements, ou au sein de certaines villes. Je pense à Lyon, je pense à Paris, je pense à Bordeaux, Angers, et effectivement. Mais il y a toute une série de précautions à prendre, d'une part pour bien comprendre ce que l'on recherche, se fixer des objectifs,
et faire le lien entre ce qu'on va constater et la politique qui est menée sur le territoire. Et de ce point de vue, le réseau national des maisons d'associations joue un rôle important, hein, avec des approches territoriales très, très riches et très, très pointues. Super, merci. Et tant que tu as la parole, Jacques, j'en profite pour des questions un peu plus précises sur les études. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude sur l'évolution du nombre d'engagements par bénévole? Est-ce qu'on sait aussi, par exemple, combien de temps un bénévole reste en moyenne dans une association? Vraiment sur voilà, des choses plus détaillées, individuelles par bénévole. Par la question du nombre d'engagements, on est bien d'accord sur le fait que c'est le nombre d'associations dans lesquelles on est engagé, puisque nous, on a parlé là du ponctuel et du régulier. En gros, très grossièrement, on est à peu près à 40% des bénévoles qui ont plus d'un engagement associatif. Mais pour rebondir sur ce que disait Roger, et sans le mettre en colère, effectivement, Roger, tu as tout à fait raison, parce qu'on s'aperçoit que l'adhésion, déjà la simple adhésion à une association ne dépasse pas 45% des Français. Donc, il y a encore énormément de boulot à faire. Pour revenir à la notion de nombre d'engagements, voilà, hein, il y a effectivement 40% des bénévoles qui ont plusieurs assos. Après, la durée moyenne, bah, elle n'a pas été mesurée. On y réfléchit. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans nos enquêtes, puisque les enquêtes que nous menons sont des enquêtes aussi auprès de réseaux associatifs. Par exemple, on vient de terminer l'enquête auprès des bénévoles des restos, par exemple, toute la France. On travaille sur l'ancienneté des bénévoles, et c'est très important de voir que le comportement, les attentes, voire les déceptions ne sont pas les mêmes selon qu'on vient d'arriver, tout nouveau, tout beau, ou selon qu'on est là depuis longtemps. Ça explique aussi une partie du constat selon lequel les 65 ans et plus sont moins nombreux. Il y a une certaine usure, un besoin de se renouveler. Donc là, pour répondre à la question, Claire, on n'a pas encore travaillé, ou on ne travaille pas encore sur la notion de longévité, si je puis dire, dans une association. Mais juste pour éclairer le sujet, il y a de plus en plus de curiosité chez les bénévoles, et comme le disait Isabelle, le jeune commence en découvrant tel ou tel type d'association, puis il a envie après d'en voir d'autres, et il y a souvent des parcours avec une belle mobilité de bénévolat associatif, donc richesse, tout à fait richesse. Et pour préciser, le chiffre que tu as donné sur le nombre d'engagements multiples par bénévole, est-ce que c'est quelque chose qui évolue, enfin qu'on voit évoluer dans le temps à travers les différentes enquêtes, ou c'est quelque chose qui est assez stable? C'était stable jusqu'en 2022, mais honnêtement, on n'a pas reposé la question en 2023. Okay. Mais jusqu'en 2022 et depuis 2010, c'était relativement stable. Super, merci beaucoup Jacques. Une nouvelle question, enfin je vais regrouper un ensemble de questions sur les freins et la reconnaissance dont on a pas mal parlé tout à l'heure. Est-ce que reconnaissance veut dire contrepartie, et si oui, quel type de reconnaissance ont été mises en place? Est-ce que vous avez des exemples assez concrets de ce qui a pu être mis en place dans des associations? Et est-ce que ça peut être une manière de lever certains freins? Est-ce que vous avez une idée des freins principaux aujourd'hui qui existent à l'engagement? Est-ce que ça peut être aussi une solution pour traiter cette difficulté de recrutement des bénévoles qui sont réguliers, cette reconnaissance? Qui veut se lancer? Je veux bien dire un mot. Si tu veux, d'abord, j'ai horreur de l'expression frein à l'engagement. Je ne la comprends pas d'abord. Je pense que la question, elle est celle de la motivation à l'engagement, pas les freins, quoi. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui va pousser les gens à s'engager. Je pense que la question de la reconnaissance, de toute façon, parce que c'est une question posée par Habermas et ses disciples de manière générale. On est tous dans une situation dans laquelle le moi veut être reconnu, et l'association est évidemment un des modes privilégiés. Je rappelle la fameuse formule, on s'engage d'abord pour soi. On s'engage pour soi, on s'engage avec les autres, on s'engage pour les autres et on s'engage dans la société. C'est à peu près dans cet ordre-là que les engagements se font. Donc, cette forme de reconnaissance,
encore une fois, quand on n'en a pas besoin parce qu'on l'a par ailleurs, c'est très bien, mais quand on ne l'a pas du tout, eh ben, dans l'association, il faut précisément y trouver. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y en a une symbolique, il y en a une matérielle en nature. Quand tu penses que dans certaines associations, il y a des bénévoles qui en sont de leur poche, quoi, parce qu'il y a l'essence, parce que, etc., etc. Donc, il y a des questions tout bêtement matérielles. Et il y a des questions statut, parce que si tu passes du statut de bénévole au statut de volontaire, la question évidemment indemnitaire est présente. On a évoqué, je crois que Jacques l'a évoqué aussi, le compte d'engagement citoyen, pour en faire quelque chose, pas donner 2 heures de formation aux braves bénévoles. Justement, ils sont formés, ils forment les autres. C'est d'un ridicule achevé, quoi. On avait pensé d'ailleurs de ce point de vue donner des trimestres valant pour la retraite, ça me paraît déjà beaucoup moins bête. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Bon, enfin, voilà. Donc, il y a des tas d'idées. Et puis, je pense qu'il y a des formes de reconnaissance matérielle aussi. Donc, oui, cette question de la reconnaissance, en particulier pour ceux qui n'en bénéficient pas dans la société, me paraît capitale. Et il y a quantité de leviers. Bon, Schiappa, qui n'est pas idiote, a bien vu qu'elle pouvait faire quelque chose, mais enfin, ces médailles en chocolat, moi je lui ai dit, comme je dis Schiappa, je lui ai dit, enfin, il y a l'ordre national du mérite, bah, déjà, aux valeureux bénévoles, donnez-leur, voilà, reconnaissez déjà leur mérite. Merci Roger. Avant de laisser la parole à Pascal, je crois qu'il faut qu'on dise au revoir à Isabelle qui doit nous quitter. Donc Isabelle, je peux dire un petit mot. Merci beaucoup de votre invitation et merci d'avoir posé toutes ces questions. Et écoutez, je suis désolée, je dois vous quitter, mais bravo à l'équipe de Recherche et Solidarité de creuser tous ces sujets. Et merci aussi Pascal et Roger pour toutes vos remarques très pertinentes toujours. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Et pour ceux qui ont le temps de rester encore un petit peu avec nous et de creuser ces questions, je laisse la parole à Pascal qui voulait intervenir également pour rebondir sur Roger. Oui, alors vraiment en complément de Roger qui a dessiné le grand cadre de la reconnaissance, moi je voulais juste rajouter que dans la perspective qui est un peu la mienne d'attention aux personnes, c'est que la reconnaissance, c'est quand on rentre dans une association, c'est d'être considéré. Pas simplement parce qu'on a un profil de poste ou une fiche de mission, mais qu'on va être considéré comme personne, qu'on va vous témoigner de l'attention, qu'on va avoir accès au sens de notre action individuelle qu'on va mener dans l'association, mais qu'aussi on va avoir accès au sens de l'action collective. Moi, j'avais été très frappé de voir que dans les associations importantes où j'avais fait mon enquête, les bénévoles n'avaient pas accès au projet associatif. Ils étaient exclus de l'information qui était délivrée à la fois à l'Assemblée générale et au conseil d'administration et d'un autre côté aux salariés. Et eux, en tant que bénévoles, ils avaient leur place un petit peu nulle part. Ça rejoint évidemment la question des statuts. Et pour moi, derrière cette question des statuts évoquée par Roger, c'est évidemment celle de l'égalité devant le sens global qui est porté par l'association. C'est aussi le fait que on a, au cours des 20 dernières années, beaucoup travaillé la question du recrutement des bénévoles, et en employant ce terme-là, contre lequel je me suis toujours beaucoup opposé, on a assimilé les bénévoles à des demi-salariés ou des faux salariés. En utilisant ce terme, on n'en a pas d'autres, on est d'accord, on fait comme ça. Alors, il y avait des endroits où c'était très important, comme être bénévole dans les soins palliatifs, c'était pas n'importe qui, il y avait véritablement l'objet d'une sélection à cause de la fragilité des personnes accompagnées, ça je pouvais très bien l'entendre, mais le mot recrutement est allé parfois jusqu'à même la signature de chartes ou de contrats écrits, alors que l'attente souvent profonde des personnes, c'est de voir, comme le disait Roger, reconnu leur motivation, et du coup qu'il y ait un véritable contrat moral vivant qui soit passé avec l'association et qui permette de vivre son activité, de la développer. Donc pour moi, la reconnaissance qui s'inscrit vraiment dans tout ce qu'a dit Roger, c'est aussi cette attention à ce qu'un individu vient réaliser,
pour lui, ça d'abord, hein, il n'y a pas de don gratuit, on fait d'abord un don pour soi, mais évidemment pour les autres, et comment l'association est aujourd'hui capable de distribuer sa reconnaissance face à des gens, comme vous l'avez vu tout au long de cette présentation, qui ont des âges très différents et donc des attentes de reconnaissance très différentes, sans exclure, là aussi je rejoins Roger, le fait qu'un bénévole ne peut pas être de sa poche lorsqu'il fait une activité, sauf évidemment s'il en a les moyens et qu'il l'accepte, mais que souvent il y a des bénévoles modestes qui sont très engagés et dont on découvre souvent tardivement qu'ils se sont mis en danger, qu'ils n'ont pas eu accès au repas du personnel ou des choses comme ça alors qu'ils étaient là à la journée. Donc je pense qu'il y a un vrai travail associatif de fond à faire pour cette reconnaissance au quotidien qui ne soit pas la médaille en chocolat. Je m'arrête là parce qu'il va bientôt être l'heure de manger et à force de parler du chocolat, tout le monde va avoir faim. Merci à vous. Merci Pascal. Je crois, Cécile, que tu voulais intervenir. Je voyais ton micro qui s'ouvrait. Non, pas à la suite Pardon, de cette question. Je pense que non, rien à ajouter. Je ne sais pas s'il reste quelques questions ou si on va bientôt mettre un terme à ce webinaire. Alors, en toute vu honnêteté, l'heure. il nous reste plus d'une trentaine de questions, donc je pense qu'on ne répondra pas à tout le monde, mais on peut tout à fait inviter les gens à de toute façon aller voir les résultats détaillés de l'enquête sur le site sur lequel on a donné les liens. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions aussi aux témoignages qu'on a reçus en direct de Roger, Pascal et Isabelle, de gens qui, pour certains, étaient tout à fait d'accord, pour d'autres, posaient d'autres questions pour ouvrir aussi la discussion, ce qui est assez riche. Je te propose peut-être, Cécile, du coup, de partager les derniers liens, les dernières ressources pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup. Effectivement, on a bien sûr cette enquête IFOP hein, qui a fait l'objet de ce webinaire et qui, avec des analyses et des retours, des prises de position très riches. Donc, merci à tous les intervenants. Merci aussi aux participants qui étaient nombreux, qui se sont bien mobilisés aussi pour poser des questions. L'idée, c'est vraiment de faire vivre ces chiffres hein, parce que c'est parfois un petit peu dur d'avoir toute cette enfilade de graphiques et de tableaux. Sachez qu'on va aussi plus loin et que l'on donne la parole aux bénévoles tous les ans. On a notre propre baromètre, le baromètre d'opinion des bénévoles. Une enquête est en cours actuellement. Vous avez là le QR code qui peut vous y conduire directement si vous voulez donc y répondre en tant que bénévole ou relayer l'enquête puisque encore une fois, elle est en ligne jusque début mai, enfin peut-être encore même jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et là, on est beaucoup plus sur des questions qualitatives. Déjà, on ne s'adresse qu'à des bénévoles et pas seulement à des Français. Et on a beaucoup parlé de reconnaissance là au cours de cette heure et demie passée ensemble. Eh bien, il y a toute une partie de l'enquête qui est consacrée à ces dispositifs de reconnaissance pour justement voir comment ils sont connus, comment ils sont utilisés et comment on peut justement ensuite les valoriser, les faire connaître. Donc, ces résultats d'enquête seront présentés dans la France bénévole 2023. Ça, c'est une étude annuelle également, en ligne sur le site. Jacques nous a fait une petite visite rapide. Hein, on vous invite à y retourner sur notre site. Mais sur la page bénévolat, vous retrouverez les éditions antérieures de la France bénévole. Et dans quelques semaines, vous trouverez aussi donc l'édition 2023 qui présentera les résultats de cette enquête en cours. Donc, il nous a semblé utile de vous en parler et puis peut-être aussi de vous encourager, pour ceux qui ne le sont pas, à vous inscrire à la newsletter. C'est aussi sur la page d'accueil du site parce que c'est le meilleur moyen d'être informé donc, de nos nouvelles publications et Marie se fera un plaisir de vous inscrire et de communiquer avec vous au fil du temps.